Bonjour à tous, bienvenue au troisième webinaire du cycle sur la préparation des transferts de compétences eau potable et assainissement. Je suis Oriane Séville, conseillère environnement à Intercommunalité de France. Nous sommes aujourd'hui dans le webinaire qui va porter sur les modes de gestion. Vous retrouverez sur le même format que les webinaires précédents des éléments de méthode qui sont présentés par Victor Serra de Calia Conseil et ensuite un retour d'expérience de Saint-Brieuc-Armorand Agglomération qui sera présenté par Céline Dirda, responsable de l'autorité organisatrice de l'eau potable et de l'assainissement. Nous prendrons des questions par écrit. Vous pouvez les poser dans l'onglet questions-réponses qui est en bas de votre écran. Et nous pourrons également prendre quelques questions à l'oral en fin de webinaire. Ce webinaire est donc le troisième du cycle. Vous retrouverez les supports et les replays des webinaires précédents, effectivement sur la gouvernance et sur les enjeux financiers du transfert sur notre site. Je vous partagerai le lien dans le fil de discussion tout à l'heure. Et le dernier webinaire aura lieu le 24 mars et portera sur les facteurs clés de succès et fera un bilan des bonnes pratiques pour le transfert. Nous y accueillerons Régis Banquet, président de Carcassonne Méga Agglomération et vice-président d'Intercommunalité de France en charge de l'eau. Sur notre site, vous retrouverez également un certain nombre de ressources, des publications que nous avons pu réaliser sur les enseignements des transferts réalisés en 2020, également les enseignements des reports de transfert par les communautés de communes. Toutes ces ressources sont en libre accès. Et nous publierons également une foire aux questions sur la base des questions que nous n'aurons pas pu adresser lors des webinaires. Donc, si votre question ne trouve pas de réponse aujourd'hui, on pourra y répondre par écrit et nous enverrons en tous les cas toutes les ressources à la fin du cycle. Je vais tout de suite passer la parole à Victor Serra pour débuter le temps méthodologique. Parfait, merci bien. Bonjour à tous, donc Victor Serra du bureau d'études Calia Conseil. Donc nous avons commencé par une première partie théorique sur la réflexion sur les modes de gestion. L'idée étant de poser les bases et de vous fournir des éléments qui pourront nourrir vos réflexions lors des transferts de compétences à venir. On verra ensuite, à travers le retour de Saint-Brieuc Agglomération, l'une des approches qui a pu être mise en place parmi tant d'autres. Donc, pour commencer, nous allons dans un premier temps passer en revue 4 grandes idées reçues qui peuvent être présentes et au final assez tenaces, aussi bien chez les élus que dans les services. Ce sont des idées reçues qui revenaient assez souvent dans le cadre des transferts de compétences qu'on a pu mener avec des collectivités. Et ça nous semblait important de nous attarder dessus pour un peu les battre en brèche. Donc, première idée reçue, ce serait que le choix sur le mode de gestion ne serait qu'une opposition entre régie et délégation de services publics. Seconde idée reçue, le fait de recourir à une DSP reviendrait à laisser la main à un opérateur et conduirait à un retrait de la collectivité. Ensuite, le fait qu'une gestion communautaire obligerait à avoir un mode de gestion unique sur l'ensemble du territoire intercommunal. Et enfin, quatrième idée reçue, qui est davantage une crainte, et notamment du côté des élus, ce serait que le transfert de compétences constitue pour les communes une perte de leurs services qui était historiquement communal. Donc, on va maintenant aborder une à une ces idées reçues pour voir ce qu'il en est réellement. Donc, première idée reçue, le choix sur le mode de gestion se limiterait entre régie d'un côté et délégation de l'autre côté qui serait son opposé. Alors, il s'agit d'une simplification qui est souvent faite. Or, dans les faits, il existe tout un panel de modes de gestion en fonction du degré d'externalisation. Donc, ça va à gauche de la régie qui fonctionne avec ses moyens propres jusqu'à l'extrême opposé, la concession qui laisse à l'opérateur la construction de l'ouvrage et son exploitation. Mais comme vous le voyez, entre ces deux extrêmes-là, il y a tout un nuancier
de modes de gestion avec des degrés d'externalisation qui sont plus ou moins forts. Donc tout ça pour dire que la collectivité fait face à un réel choix sur le mode de gestion qui se résume pas seulement à un choix binaire entre la régie, qui serait une gestion publique du service, et la délégation, qui serait une gestion privée. Une autre distinction également à avoir en tête quand on se penche sur ce sujet-là, c'est la distinction entre mode de gestion et le mode de portage, qui concerne plutôt la gouvernance qui va être mise en place en fonction, cette fois-ci, du degré de coopération qu'on peut choisir. C'est-à-dire, est-ce que la collectivité gère le service seule à travers sa propre régie, ou est-ce qu'elle s'appuie sur d'autres collectivités externes à travers, par exemple, une SPL? Est-ce qu'elle s'appuie sur ses propres communes ou des syndicats existants à travers des conventions de gestion, ou en mettant en place un partenariat public-privé dans le cadre, par exemple, d'une SEM ou d'une CEM? Donc, ce sont ces deux volets-là qui doivent faire l'objet d'un débat, et chacun, évidemment, a des avantages, des inconvénients qu'il s'agira d'arbitrer dans le cadre de cette réflexion. Seconde idée reçue, recourir à une délégation revient à laisser les clés du service à un opérateur privé. Donc, en réponse à ça, il faut toujours avoir en tête la distinction entre l'autorité organisatrice, donc la collectivité, et celui d'opérateur qui va effectivement exploiter le service. Et donc, avoir en tête que, quel que soit le mode de gestion retenu, la collectivité, justement en tant qu'autorité organisatrice, elle devra toujours endosser ce rôle central, donc à la fois auprès des usagers et des citoyens, à travers le volet de communication, d'information, de transparence, et auprès de l'opérateur, avec cette fois-ci un rôle de contrôle de l'exploitation. Et donc, la collectivité, donc, vous aurez toujours des responsabilités. Ce sera notamment de définir les grandes orientations du service, c'est-à-dire quel niveau de service mettre en place, quelle politique tarifaire, s'assurer que l'opérateur, qu'il soit du coup public ou privé, respecte bien le contrat qui est fixé. Et donc, pour cela, il faut que l'autorité organisatrice mette en place les moyens, et notamment les moyens humains, pour s'assurer de ce suivi. Et ça va être tout l'enjeu de la structuration des services eau assainissement des communautés de communes au moment de ce transfert. Ensuite, troisième idée reçue, le fait de gérer la compétence au niveau communautaire implique de mettre en place un mode de gestion unique sur le territoire. Donc là encore, c'est une idée reçue qui est fausse. La collectivité a la possibilité d'administrer librement le service sur son territoire en mettant en place, par exemple, une gestion mixte. Ça peut être aussi bien sur le plan géographique, avec des modes de gestion différents selon des périmètres qui auront été définis, mais ça peut être aussi sur le plan technique, avec une possibilité de découpage, de distinction entre, par exemple, la production, la distribution, la collecte et le traitement, avec des modes de gestion qui peuvent différer. Et en général, l'arbitrage vient essentiellement de l'historique de la collectivité. Par exemple, s'il y a une régie ou une SPL qui est déjà fortement implantée et qui fonctionne plutôt bien, donc on peut maintenir ces périmètres-là et choisir d'autres modes de gestion pour d'autres périmètres. L'arbitrage technique, il va se faire, par exemple, en fonction du degré de complexité des ouvrages. Par exemple, le fait de déléguer la gestion des ouvrages plus complexes pour pouvoir profiter de l'expertise d'un opérateur et côté collectivité, se concentrer sur le reste du territoire qui serait moins complexe à gérer en attendant que la collectivité, par exemple, monte en compétences. Donc, tout ça pour dire que vous aurez la possibilité de gérer et de réfléchir à ce découpage, mais toujours tout de même en ayant en tête de repartir de la situation actuelle pour que ce choix-là soit toujours adapté à votre situation. Ensuite, quatrième idée reçue,
qui dit transfert de compétences dit dépossession des communes de leurs services. Alors, certes, ça peut être un risque in fine parce que la communauté de communes, ce sera elle qui sera bien compétente, mais dans les faits, et en tout cas c'est ce que nous recommandons toujours dans le cadre des transferts de compétences, c'est d'associer le plus largement possible toutes les communes, aussi bien pendant le transfert qu'après le transfert de compétences. Donc, dès la phase d'état des lieux, pour que tout le monde partage le même constat et parte de la même base, lors de la réflexion, pour que chacun mette en avant ses idées et ses volontés propres en fonction de leur commune, et aussi au-delà du transfert, avec le volet opérationnel qui pourra s'appuyer sur les communes. Et donc, les réflexions qu'on a à ce moment-là, ce sont souvent des questions sur la gouvernance à mettre en place, c'est-à-dire quelle manière associer les élus du territoire dans ce cadre-là. Et donc, il y a différentes possibilités. C'est soit s'appuyer sur des instances qui seraient déjà préexistantes, du type une conférence des maires, des bureaux politiques, ou créer des institutions ad hoc, mettre en place une gouvernance territoriale, par exemple par secteur géographique, mettre en place des groupes de travail restreints qui soient non décisionnels, mais qui puissent formuler des avis. Donc, c'est effectivement une réflexion qui est donc éminemment politique, qui doit associer toutes les communes, mais la manière de procéder, elle est à inventer en fait par la communauté de communes au moment où elle s'engage dans cette réflexion. Il n'y a pas de cadre imposé de cette manière-là. Et au final, en tout cas d'expérience, la manière d'organiser le transfert de compétences, ça donne aussi souvent un aperçu de la manière dont sera géré le service une fois que le transfert est effectué. C'est un peu des habitudes qui sont prises assez tôt. Donc c'est pour ça que nous, on pousse en tout cas, à notre sens, à essayer d'insuffler dès le début du transfert cette concertation, cette association pour créer une dynamique et impliquer vraiment toutes les communes du territoire. Donc voilà pour les grandes idées reçues. Une fois qu'on a abordé ces éléments, on peut se poser la question de la stratégie à adopter concrètement. Donc, on rappelle ici qu'il s'agit d'un choix tout d'abord qui est à long terme et qui nécessite du coup forcément une réflexion approfondie au regard des enjeux que ça implique. Et donc la stratégie qu'on recommande, ça prend un peu la forme d'un entonnoir en dégrossissant petit à petit le sujet. C'est-à-dire qu'on part de l'existant, on prend ensuite connaissance de l'ensemble des possibilités qui sont offertes, des avantages, des inconvénients de chacun. On se met d'accord sur une grille d'analyse et de comparaison. Et ensuite, ça permet, en fin de processus, de sélectionner le scénario optimal au regard des critères qu'on aura préalablement définis. Donc, pour entrer rapidement dans le détail de ces différentes étapes, l'analyse de l'existant, c'est une phase de diagnostic qui est très importante et qu'il ne faut surtout pas négliger. C'est faire le point sur les moyens dont dispose la collectivité, donc les moyens financiers, les moyens humains. Également, est-ce qu'il y a des opportunités, par exemple des contrats de délégation qui arrivent à échéance et que l'on pourrait regrouper. Donc, c'est vraiment faire le point sur l'état des lieux pour voir d'où on part. Et on met aussi en évidence l'importance de veiller, donc comme on l'a dit, à créer une dynamique, une concertation dès cette phase-là. Et là, pour le coup, ça peut passer par toute une série d'outils. Donc, ça peut être des chartes de gouvernance, l'élaboration d'un projet de service, avec toujours en ayant en tête d'essayer de créer de l'adhésion au transfert, avec, par exemple, un projet de service qui soit attractif et qui donne du sens au service. Avec toutefois, c'est l'objet de cette slide aussi, un petit point de vigilance qu'on souhaiterait mettre en avant, c'est le fait que le débat sur le mode de gestion ne doit pas non plus accaparer toute la discussion. Et il faut avoir cette vigilance et veiller à ce que ça ne renvoie pas au second plan d'autres sujets qui peuvent être essentiels, que sont par exemple la qualité du service, la disponibilité de la ressource et tant d'autres sujets. C'est juste un point de vigilance pour avoir en tête que le mode de gestion n'est pas non plus une fin en soi et il faut plutôt le voir comme un outil
de politique publique pour justement atteindre ces objectifs. Mais il ne faut pas se limiter à cette réflexion-là. C'était un petit aparté sur ce volet-là. Et donc ensuite, l'autre étape qui nous intéresse particulièrement, c'est celle du choix du mode de gestion en tant que tel. Et pour cela, il faut raisonner sur la base de critères qui sont objectifs et surtout hiérarchisés. Dans cette démarche, ce sont ces critères et surtout leur pondération. Il faut veiller à ce que ça reflète la volonté politique qui est fixée, le cap politique qui est fixé. Est-ce que le sujet central qui nous intéresse, c'est surtout la maîtrise des tarifs? Est-ce que c'est la préservation de la ressource? Est-ce que c'est l'expertise technique? Et donc, c'est sur cette base-là, sur cette réflexion, qu'on va ensuite bâtir une grille d'analyse et on va passer, entre guillemets, au peigne fin les différents scénarios qu'on aura élaborés jusqu'à ce qu'un mode de gestion ressorte et soit celui identifié comme étant le mode de gestion optimal au regard de tous ces critères qu'on aura pu se fixer. Et donc, en conclusion, s'il faut retenir quelques points, donc le mode de gestion, c'est un choix entre une multitude de possibilités avec une très grande liberté pour la collectivité dans ce choix. C'est un choix aussi qui est réversible. Donc, aucun choix n'engage la collectivité ad vitam aeternam. C'est également un choix qui doit reposer sur une série de critères qui doivent être mûrement réfléchis et débattus en interne pour qu'ils reflètent au plus près la volonté de la collectivité. Et enfin, un choix qui ne doit pas non plus déresponsabiliser la collectivité, entre guillemets, parce que avoir en tête que même si on recourt à une DSP, par exemple, la collectivité, elle devra toujours assumer ce rôle et se doter des moyens pour atteindre ces objectifs. Et peut-être le plus important, s'il y en a un qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il n'y a pas de mode de gestion qui est meilleur qu'un autre en soi. Ça va toujours dépendre du contexte, des objectifs, de l'histoire du territoire. Et donc, tout ça, ce sont autant d'éléments qui doivent être pris en compte lorsqu'on se penche sur la réflexion sur le mode de gestion. Prendre en compte donc l'état des lieux, les différents critères, et c'est ça qui va aboutir au choix retenu et ne pas partir avec des a priori sur tel ou tel mode de gestion. Donc voilà, maintenant qu'on a posé ce cadre, on va passer au cas pratique, entre guillemets, avec la présentation de la démarche qui a été menée par Saint-Brieuc Agglomération. Et pour cela, je vais laisser la parole à Céline Garda pour cette partie. Moi, je te laisse la main, Céline. Très bien, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? C'est bon pour tout le monde? Alors, il n'est pas en plein écran, mais c'est ouais. Voilà. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Très bien. Donc, merci Victor Oriane. Donc, je me présente Céline Dirda, responsable de l'autorité organisatrice de l'eau et de l'assainissement. Je vais vous présenter un petit peu le parcours qu'a eu cette collectivité au fil des transferts de compétences et harmonisation de compétences successifs. Et peut-être dans l'explication de mon propos aussi préciser que préalablement au poste que j'occupe, j'étais il y a jusqu'à 2 ans directrice de l'eau et de l'assainissement sur l'ensemble de l'agglomération. Et donc, je vais expliquer un petit peu la manière dont l'organisation s'est faite et son évolution en lien avec les modes de gestion notamment. Alors, tout d'abord, rapidement, le contexte avec la présentation du territoire. Donc, Saint-Brieuc-Armor Agglomération, un des EPCI des Côtes d'Armor, localisé au niveau de la baie de Saint-Brieuc, entre à l'ouest Paimpol et l'île de Bréhat et à l'est le Cap Fréhel. Une collectivité qui a été créée au 1er janvier 2017 dans le cadre de la loi NOTRe par fusion d'EPCI et d'une commune. Donc, c'est un EPCI qui aujourd'hui compte à peu près 151 000 habitants
avec un territoire assez contrasté, hein, la plus grande collectivité qui est la ville-centre Saint-Brieuc, environ 44 000 habitants, jusqu'à la plus petite, la plus rurale, 160 habitants. Et du coup, de par cette échelle assez large, un territoire contrasté également dans ses usages. Vous avez bien effectivement une façade littorale importante avec du coup la notion et l'enjeu de saisonnalité par rapport au tourisme, l'enjeu sanitaire par rapport à la qualité des eaux littorales, que ce soit baignade ou conchyliculture ou pêche à pied encore. Également un poids important de l'industrie et notamment agroalimentaire qui peuvent générer des pressions sur l'eau et les impacts sur la qualité des milieux aquatiques. Et enfin, une activité agricole également importante, hein, la baie de Saint-Brieuc étant, entre guillemets, malheureusement connue aussi en lien avec la notion de plan de lutte contre les algues vertes. Voilà. Donc, comme je le disais, en fait, pour l'agglo de Saint-Brieuc, on a connu plusieurs transferts de compétences successifs, hein, le premier remontant à 2011. Donc, on est déjà, quand on regarde dans le rétroviseur, à une dizaine d'années derrière nous sur la gestion de cette territorialisation alliée au mode de gestion. Donc, 1er janvier 2011, en fait, le transfert des compétences à l'époque de l'ancienne agglomération, Saint-Brieuc agglomération, 13 communes, donc transfert des compétences des communes à l'agglomération avec la carte pour étayer un petit peu la répartition des modes de gestion. Un équilibre entre, à l'époque, régie en bleu et délégation de services publics en vert. Et puis, en violet sur la carte, simplement, c'était un syndicat à cheval entre deux EPCI, le nôtre et puis le voisin. Dans le cadre de ce premier transfert de compétences, il y a eu une première convergence tarifaire qui s'est opérée entre 2015 et 2018. 1er janvier 2017, élargissement de la compétence ANC sur les 32 communes, donc comme je le disais, en lien avec la loi NOTRe et l'effet de la concentration et la formation de PCI plus important. 1er janvier 2018, compétence GEMAPI, et 1er janvier 2019, soit 2 ans après la mise en œuvre de la loi NOTRe, de par l'organisation des statuts et des compétences de la collectivité, harmonisation de l'ensemble des compétences eau potable, assainissement collectif, non collectif, pluvial, eau pluviale urbaine et défense incendie sur les 32 communes. Donc aujourd'hui, on a une collectivité qui regroupe l'ensemble des compétences, que ce soit petit cycle jusqu'au grand cycle avec la GEMAPI de l'eau. Et donc, une deuxième phase de convergence tarifaire associée à cette harmonisation qui s'est faite entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2023, donc c'est tout récent. Depuis 2 mois maintenant, on a un tarif unique sur l'ensemble des 32 communes. Et point précis, indépendamment des modes de gestion, que l'on soit géré en délégation de services publics ou en régie, on paye le même tarif sur l'eau et sur l'assainissement. Juste petit rappel, en écho avec ce que présentait Victor sur le premier transfert, où effectivement, un transfert qui s'est fait très, très rapidement, 6 mois à peine. Moi, je n'étais pas encore arrivée, je suis arrivée fin 2013. Mais un transfert fait très rapidement et qui du coup c'est mal fait quand on regarde dans le rétroviseur, hein, un transfert fait en urgence n'est jamais une bonne chose. Donc c'est vrai que par rapport à l'échéance 2026, le conseil que je peux donner, c'est vraiment d'anticiper. On est dans la bonne temporalité là pour prendre le temps de poser ces notions de transfert de compétences. Donc à l'époque, un protocole a été signé qui visait la notion de mutualisation des moyens et de savoir-faire des services de la régie, principalement la régie de la ville-centre, qui emportait, entre guillemets, le gros des troupes avec 90 agents, pour une régie qui ensuite, à l'époque, est montée à peu près à 120-130 agents. Aujourd'hui, on est à 32 à 150 agents. Et le protocole qui visait un service unique pour un tarif unique à l'horizon 2021. Donc, les élus se donnaient 10 ans avec des principes très, très forts de maintien d'une régie simple à l'époque, alors que réglementairement, la régie à autonomie financière prévalait, ce qui a valu d'ailleurs en 2014 ensuite des remarques appuyées de la Chambre régionale des comptes.
Le protocole prévoyait également une extension de cette régie à terme, de passer en fait d'un mode de gestion, comme j'expliquais tout à l'heure sur la carte, assez mixte, à une régie intégrale au fur et à mesure. C'est ce qui s'est passé avec l'intégration d'une première commune au 31 décembre 2010, puis d'une seconde commune au 31 décembre 2011. Et puis, le dernier temps était, le gros des troupes, l'intégration de 5 dernières communes assez importantes sur l'est du territoire, qui était prévue au 31/12/2017, date à laquelle prenait fin le contrat de DSP. Sauf que, entre-temps, est intervenue la loi NOTRe, et donc la fusion des EPCI au 1er janvier 2017. Sur la carte à droite de l'écran, en fait, on voit l'ancien territoire rouge ici, qui était les 13 communes, et donc le gain, entre guillemets, de territoire avec du territoire au nord et également du territoire au sud, et les modes de gestion qui s'exprimaient préalablement. Par rapport à ça, ça a reposé la question au niveau des élus de ce protocole de transfert et de revenir dessus, comme je l'expliquais à présent. Donc, la manière dont ça s'est construit entre 2017 et aujourd'hui, l'après janvier 2023, s'est fait de la manière suivante. En mars 2017, donc, comme je le disais, les élus se sont dit on prend du territoire en plus, avec des modes de gestion très diversifiés, des syndicats qui, du coup, allaient se dissoudre avec des modes de gestion différenciés. Donc, c'est prenons le temps et donnons-nous le temps de voir comment gérer ces modes de gestion. Donc, ça a été quelque chose de fort parce que sur le territoire de l'agglo de Saint-Brieuc, la régie était très forte à l'époque, syndicalement parlant. Et du coup, de revenir, de s'asseoir, entre guillemets, sur ce protocole de transfert, ça n'a pas été simple. Mais ça a été pris et assumé politiquement, donc avec une prolongation temporaire de la DSP en cours de 6 mois, le temps de pouvoir reconduire une DSP jusqu'au 31 décembre 2022. Pourquoi décembre 2022? Parce que sur l'ensemble du territoire des 32 communes, c'était la date ultime du dernier contrat de DSP. Donc en fait, vous verrez, la logique que je vais expliquer, c'est qu'on a fait converger tous les territoires en délégation externalisée jusqu'à la date du dernier contrat et de son échéance, donc 31 décembre 2022. Ça a été vraiment le leitmotiv. Du coup, par rapport à ça, entre 2017 et 2019, à l'appui d'un groupe de travail d'élus dédiés, représentatifs du territoire, donc d'un COPIL dédié et d'une équipe projet dédiée, il a été mené une étude de transfert de compétences, ou plus précisément d'harmonisation des compétences sur 32 communes, avec un choix politique qui a été pris en octobre 2018 sur les modes de gestion à considérer au 1er janvier 2023, donc c'est-à-dire une fois le dernier contrat de DSP terminé. Et le principe fort sous-tendu a été une volonté politique d'avoir une mixité des modes de gestion, de ne pas forcément passer auto-régie. La volonté était à l'époque de ne pas forcément faire trop grandir la régie et de concilier à la fois régie et délégation de services publics. La manière dont on s'y est pris, ça a été sur le petit schéma. Dans un premier temps, de choisir le scénario cible le plus pertinent à considérer à partir de 2023. Et en fonction de ce scénario cible, eh bien, en point 2, d'organiser entre 2019 et 2023 les étapes de transition pour aboutir à ce choix défini et validé politiquement qui serait en œuvre au 1er janvier 2023. Donc, c'est tout ce qui s'est conduit entre 2019 et 2023, avec une première étape entre 2019 et 2020, où petit à petit, on a étendu au fur et à mesure le périmètre de la régie tel que la mixité de gestion le prévoyait, avec donc 2 communes qui ont intégré la régie communautaire au 1er janvier 2019, préparation 1 an plus tard de la reprise en régie de 3 autres communes. En eau potable, 2 syndicats se sont dissous puisque l'un complètement intégré au territoire de l'EPCI et l'autre à cheval, mais prise en main des 2 EPCI concernés de la compétence eau, donc dissolution de ce syndicat.
En assainissement, la situation était plus disparate puisqu'on avait une majorité de communes en régie. Donc, on a repris temporairement ces communes en régie sous forme de contrat de prestation, le temps d'organiser pour 2020, comme je l'expliquais juste après, le mode de gestion suivant, à savoir la délégation de services publics. Et comme je le disais, l'objectif sous-tendu étant bien d'indexer toutes les échéances sur celles du dernier contrat de DSP fixé au 31 décembre 2022. Et donc, la deuxième phase, entre 2020 et 2023, eh bien, en fait, au 1er janvier 2020, on était déjà finalement à la répartition territoriale décidée par les élus en 2018 et correspondant à celle du 1er janvier 2023. Donc, c'est-à-dire que dès le 1er janvier 2020, on avait 10 communes en régie qui comptent à peu près pour 40 000 abonnés en eau, un petit peu moins en assainissement, et 22 communes en délégation de services publics, comprenant 8 contrats au total de DSP, 5 en eau potable et 3 en assainissement. Et du coup, entre 2020 et 2023, on a préparé l'après 2023 donc sur la même organisation de répartition de ces modes de gestion. Simplement, on a rationalisé les territoires en délégation de services publics parce que 8 contrats, c'était un peu énorme à gérer. Donc, on a préparé ces contrats qui sont rentrés en vigueur depuis le 1er janvier 2023 en considérant 3 principes forts. 3 lots géographiques, donc un lot nord, un lot est, un lot sud associé à notre régie. Je vais le présenter à l'appui des cartes juste après. Une attribution de 2 lots maximum à un seul délégataire. Ça, c'était une volonté forte de, entre guillemets, face à notre régie, ne pas avoir un seul délégataire, une hégémonie. Donc, au minima, 2 ou 3 délégataires. Et puis, point fort également, des contrats multiservices eau assainissement, c'est-à-dire qu'un seul délégataire avait à la fois l'eau et l'assainissement. Jusqu'à présent, de par l'histoire du territoire, dans nos 8 contrats que j'expliquais tout à l'heure, on avait sur certains territoires 2 délégataires qui intervenaient sur des mêmes communes. Et ça, vis-à-vis de la lisibilité par rapport à la relation usagée, c'était vraiment important pour les élus d'avoir un seul interlocuteur unique pour un même usager sur l'eau et sur l'assainissement. Et puis des contrats de 5 ans, 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2027. Pas trop long pour ne pas laisser un délégataire s'installer et s'endormir, entre guillemets, sur notre territoire, mais pas trop court non plus pour laisser le temps de poser notre organisation parallèle que j'expliquerai par ailleurs et qui a généré l'émergence de l'autorité organisatrice de l'eau et de l'assainissement au sein de la direction eau et assainissement. Donc là, successivement parlant, de manière synthétique et visuelle, la répartition du territoire en 2017-2018, où vous voyez sur l'assainissement une hégémonie de communes en régie, de la délégation de services publics et des contrats de prestation. Donc là, il y a eu tout un jeu aussi en 2017 et 2018, avant le transfert des compétences en 2019, avec les communes en question qui ont joué le jeu et de faire tendre les contrats de prestation vers une date unique qui permette ensuite de passer et d'installer notre mode de gestion progressive. Donc là-dessus, par le biais d'un travail concerté avec les communes, il y a vraiment eu une bonne prise en main, prise en compte, une bonne écoute des 2 parties pour pouvoir jouer le jeu sur bien faire converger les délais des contrats de prestation. Et sur l'eau potable, beaucoup plus de délégations de services publics et comme je le disais, en violet, là, un syndicat qui entre-temps s'est dissous et une répartition qui a été faite de la compétence entre les 2 EPCI. 2019, donc on a préparé sur l'assainissement l'organisation du mode de gestion futur où on a transitoirement sur 1 an passé une convention de gestion avec les communes en question pour se donner le temps de préparer les contrats de délégation de services publics qui allaient entrer en vigueur en 2020. Voilà, sur le nord du territoire, donc indexation et échéance cumulées sur une même date des contrats de prestation et du petit contrat de délégation de services publics. 2020-2022, donc vous voyez, la situation change un peu, où là, on a, par rapport à 2023, la répartition bleu, régie, vert, délégation de services publics qui est effective.
Et donc, vous voyez avec les fameux 8 contrats de DSP. Et donc, 2023, donc la rationalisation et 3 contrats majoritaires, un au nord, un à l'est et un au sud, parallèle entre l'eau et l'assainissement. Et donc, notre régie communautaire, régie centrale historique, et puis les communes du sud qui se sont entre-temps rajoutées en 2019. Voilà. Si je pouvais, en regardant du coup ces années passées, donner un petit peu les points forts et les points de vigilance par rapport à la mise en place de ces modes de gestion, je dirais au niveau des points forts, une co-construction qui a été anticipée avec les 32 communes et un travail préparatoire qui, par le biais du COPIL élu et de la répartition des élus qui étaient sur le territoire, qui a énormément joué dans les échéances transitoires et porté le discours politique. Donc ça a été un point fort vraiment important de ce portage politique des modes de gestion et d'une mixité vraiment assumée. Un accompagnement extérieur de qualité, hein, il faut le souligner, depuis mi-2017 et qui aujourd'hui poursuit par le biais notamment du cabinet Calia, avec successivement l'étude de transfert et l'harmonisation des compétences. Mais ensuite, la réorganisation des services et l'émergence de l'autorité organisatrice de l'eau. Et puis, depuis 2022, on continue avec la mise à jour de la prospective financière sur les 32 communes par rapport à celle qu'on avait fait en 2018 et qui, au fil du temps, a montré que beaucoup de choses se sont passées et qui méritaient d'être mises à jour. Et puis, une prise en main dans nos services, une appropriation de cette matrice pour qu'on puisse nous-mêmes la mettre à jour par rapport au bureau d'études qui nous l'avait construit, à l'appui de la direction des finances. Et puis là, depuis 2023, depuis qu'on est rentré sur une convergence tarifaire et on est passé de 22 grilles tarifaires à une grille tarifaire unique, eh bien, on travaille sur à la fois la trajectoire tarifaire au-delà de 2023, maintenant qu'on a respecté notre tarif de convergence, quelle évolution tarifaire par la suite, en considérant tout ce qui s'est passé depuis 2018. Le PPI s'est beaucoup enrichi de par aussi les exigences réglementaires qui sont entre-temps intervenues et les blocages d'urbanisme. Ça joue énormément. Les évolutions au contexte géopolitique, énergie, qui font que les prix ont énormément flambé. Donc, trajectoire tarifaire, études en cours et également structure tarifaire. Parce qu'aujourd'hui, entre travailler sur 22 grilles tarifaires et essayer de voir comment on va structurer les grilles, ça peut être compliqué. Donc, on a essayé simplement d'homogénéiser entre 2019 et 2022. Et maintenant qu'on a une grille tarifaire homogène, eh bien, est-ce que celle-ci est pertinente? En l'occurrence, aujourd'hui, on a une grille tarifaire qui n'est pas trop dans l'air du temps puisqu'elle est aujourd'hui dégressive. Donc, c'est tout ce travail qu'on conduit actuellement pour voir exactement comment on mènera les choses à partir de l'année 2024 et l'année suivante. Une convergence tarifaire qui a été courte, et ça, c'est à saluer, parce que politiquement, ce n'est pas toujours évident à porter, mais entre 2019 et 2023, donc 5 ans, donc c'est quand même assez court. Qui a été assumée là aussi politiquement et sur laquelle s'est greffée aussi la même période sur la mise en place des modes de gestion. Donc, il y avait un parallélisme qui était intéressant et de pouvoir aussi déconstruire ce discours selon lequel mon tarif augmente, je suis en délégation de service public par rapport à la régie. Non, le tarif aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2023, il est bien identique, quel que soit le mode de gestion. Voilà. Les points de vigilance, donc les points de vigilance par rapport à ce qu'on a pu connaître, c'est la perception d'une gestion en régie communale par rapport à une gestion en régie communautaire. C'est vrai que, notamment sur l'assainissement, les petites communes qui géraient avec l'employé communal les petites stations d'épuration, quand on passe à une régie communautaire, il peut y avoir une perception différente qu'il faut pouvoir expliquer, travailler. La commune, de manière simpliste, s'occupant vraiment de la philosophie, on va dire, espace vert, gestion, entretien du site, mais par contre, performance en tant que telle, technique de ce site est un petit peu différente, donc il faut pouvoir l'expliquer.
Également, la notion de perception de gestion en DSP pour les petites communes qui étaient préalablement gérées en régie, où il y a aussi, indépendamment de la notion de dépossession de la compétence en tant que telle, le fait de dire ça passe à un délégataire. Donc ça aussi, il faut pouvoir l'expliquer et l'accompagner. L'organisation et la montée progressive en compétences des services. Là-dessus, si j'avais un point d'attention à donner, c'est vraiment ne pas négliger le dimensionnement des services supports. Quand on parle transfert de compétences sur des compétences techniques que sont l'eau et l'assainissement, on parle vraiment technique, mais il ne faut vraiment pas oublier l'ARH, le juridique, les marchés publics qui sont des services supports vraiment primordiaux pour bien mettre sur les rails ces compétences, la connaissance du patrimoine avec les supports SIG, ça c'est important également. Et puis, dans la mesure où nous, on était parti sur une mixité des modes de gestion, de pouvoir organiser progressivement le suivi et le contrôle des modes de gestion externalisés, parce que c'était vraiment une mixité des modes de gestion, mais vraiment gérer et contrôler nos délégataires. Voilà. L'harmonisation du service qui est rendu aux usagers, quel que soit le mode de gestion, et ça a tout son sens de par l'émanation de l'autorité organisatrice en tant que telle, qui se désolidarise des opérateurs, je vais l'expliquer juste après. Et puis la maîtrise du patrimoine et la gestion des données, parce que c'est vrai que notre propre expérience, elle est indexée sur la possibilité ou non d'une réversibilité des modes de gestion. Donc, ne pas être captif des délégataires en place, pouvoir, si on veut demain passer de la DSP en régie ou de la régie en DSP, avoir des processus, des procédures qui font qu'on n'est pas dépendant d'un délégataire. Un exemple, sur le SIG, on a un modèle unique de SIG qui s'applique à la fois sur notre régie, à la fois à nos délégataires. On va faire la même chose sur la GMAO. Enfin, voilà. On a vraiment travaillé à cette notion de risque par rapport à la captivité vis-à-vis de modes de gestion externalisés. Alors, j'en arrive, dernier sens de mon propos, distinction organisationnelle à haut régie. Effectivement, quand on est passé en 2019 à 13 à 32 communes, là, on a changé un petit peu de dimension, d'échelle. Et dans l'idée, on s'est vraiment posé la question de comment faire ou mieux faire pour justement répondre à l'ambition politique qui était de suivre et contrôler les DSP, de pouvoir quelque part, de manière induite, évaluer comparativement la performance de nos opérateurs, que ce soit régie ou délégataire, être bien vigilant au niveau de service à conduire indépendamment des modes de gestion et qui tiennent la route par rapport à notre prospective financière. Et puis, les études stratégiques, schéma directeur, zonage, pour lesquelles on prenait de plus en plus de retard et pour lesquelles il y avait vraiment des interfaces avec d'autres politiques. Je pense au PLUI, qui font appel à ces stratégies de l'eau et qui, du coup, la stratégie de l'eau avait du mal à être posée parce qu'on avait vraiment la tête dans le guidon. Par rapport à ça, du coup, c'est comme ça qu'est née l'émergence de l'autorité organisatrice de l'eau et de l'assainissement dans une philosophie de dire on va tenter d'organiser le service indépendamment du mode de gestion, qu'il y ait une régie communautaire d'un côté ou des délégataires de l'autre, avec un rôle affirmé dans la définition de la stratégie de l'eau, de son financement et du niveau de service sur les 32 communes, la finalité étant bien évidemment le prix en correspondance avec le service qu'on peut rendre à l'usager. L'objectif sous-tendu et à tout ça, c'est une structuration des missions sur les 32 communes pour être plus lisible et organiser donc le territoire par rapport à la mixité de gestion souhaitée par les élus et également pouvoir dynamiser l'action de notre régie communautaire qui se voulait forte pour reprendre l'expression de nos élus. Donc, comment ça s'est traduit concrètement? Donc, préalablement, dans la direction de l'eau, vous avez ces missions d'AO qui s'exprimaient, comme dans toute direction de l'eau, tout service de l'eau, avec l'exploitation, suivi délégataire, mission stratégique, quotidien. On a séparé finalement une direction à deux entités avec créer une nouvelle entité, l'autorité organisatrice de l'eau et de l'assainissement,
qui sort de la régie en tant que telle et donc une régie de l'eau et de l'assainissement. Donc, j'ai à ce moment-là, moi, il y a à peu près 2 ans, basculé sur le pilotage de l'autorité organisatrice et on a recruté en parallèle un directeur de la régie qui gère aujourd'hui sur les 10 communes les 150 agents. Pourquoi une direction avec 2 têtes, entre guillemets? Deux arguments par rapport à ça. Le premier, c'était de dire de bien différencier les fonctions d'exploitation de la régie et le suivi des contrôles de délégataires, parce que quand au sein d'une direction, vous avez un chef de service d'exploitation qui gère à la fois ses troupes, entre guillemets, et qui est amené à contrôler les délégataires, il peut y avoir une notion de juge et partie qui s'exprime lorsqu'on fait le même travail sur des territoires différents. Et est-ce qu'on le fait de la même manière? Est-ce qu'on atteint les objectifs de part et d'autre? Ça, c'est la première raison, la notion de juge et partie. Et puis, la boucle de temps qui est différente parce que autant la régie, on est dans l'opérationnalité, on est dans le quotidien, on est dans le rush. Autant, vous l'aurez compris, les missions d'AO, c'est des réflexions d'ensemble qui sont beaucoup plus longues. Et le quotidien faisait que la nature humaine a horreur du vide. Donc, on était plutôt dans la logique de gérer le quotidien comme on pouvait et de laisser de côté les notions d'ensemble et de stratégie. Donc, d'où la deuxième explication de dire on sépare les deux. Dans une volonté vraiment d'amélioration continue, de pilotage, de connaissances et de contrôle. Voilà, et donc voilà un petit peu ce que donne aujourd'hui notre organisation avec d'un côté une régie de l'eau qui dans ses missions décline les orientations qui sont fixées par les élus et relayées par l'autorité organisatrice, qui les donc décline de manière opérationnelle, qui est libre de définir son organisation pour pouvoir répondre à ces orientations et puis qui met en œuvre ses activités et les planifie sur son territoire. Et une autorité organisatrice de l'eau qui pilote la stratégie financière avec les évolutions tarifaires et structures tarifaires, le suivi et le contrôle des opérateurs, la notion de gestion patrimoniale, gestion du patrimoine dans le sens réversibilité des modes de gestion, donc quelle est la pérennité de ce patrimoine et qu'on en ait bien conscience indépendamment des modes de gestion. La politique aussi industrielle, qui sont des abonnés particuliers raccordés sur nos systèmes d'assainissement, particuliers à la fois d'un point de vue technique vis-à-vis de la nature des effluents, mais aussi particuliers d'un point de vue financier, des négociations à l'appui. La politique défense incendie, adossée à nos schémas directeurs également. Et puis, on mène de nouvelles politiques qui se développent notamment sur les eaux pluviales avec la gestion intégrée des eaux pluviales. Là, c'est un virage à 180 degrés qu'on prend depuis 2 ans. On arrête l'extension de réseau, on arrête les nouveaux bassins et on gère à la parcelle les eaux pluviales. Avec, du coup, dans l'organisation, on a vraiment un triptyque entre direction générale, donc à la fois le directeur de la régie et moi-même, on est rattaché à un même directeur général. Pas de lien hiérarchique entre autorité organisatrice et régie, c'est bien le DGA qui pilote l'ensemble, et puis l'autorité organisatrice qui contrôle, de par les contrats de délégation, les délégataires nord, est et sud. Et donc, pour pouvoir aller dans cette notion, on est vraiment dans une notion de faire grandir chacun des modes de gestion et une notion vraiment d'émulation positive. Donc, ce qui veut dire qu'en parallèle des contrats de délégation de services publics qu'on a mis en œuvre au 1er janvier 2023 sur 5 ans, comme je le disais, on a également construit une convention d'objectifs avec notre régie sur la même durée. Et donc, la régie, aujourd'hui, a des objectifs assignés qui ne sont pas forcément les mêmes que les délégataires, mais qui, dans la philosophie, est de dire on met tout le monde sur les rails et on les fait grandir. Donc, et de pouvoir derrière, par le biais de jeux d'indicateurs, de suivi de ces contrats, de faire des points réguliers. On a toute une animation autour de ça sur animer, générer une émulation entre nos opérateurs sur le territoire. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, parce que pour une régie, parler performance, parler objectif, comparé à des délégataires, il y a toute une culture de changement qu'on met progressivement en œuvre sur le territoire. Voilà, j'en ai terminé de mon côté sur le retour d'expérience que j'étais à même de vous faire part. Merci Céline. Je reprends juste la parole quelques instants pour conclure. Alors, je repartage
Je repartage mon écran. Je disais quelques mots de conclusion pour repositionner un petit peu le discours aussi, notamment dans le cadre du transfert de compétences au comité de communes. Donc, le retour d'expérience qui nous a été présenté constitue en fait un peu, on peut dire, un cas d'école avec une collectivité qui a engagé une réflexion du coup, très ancienne, mais également très poussée, et qui a progressivement étendu sa réflexion à d'autres domaines au fur et à mesure qu'elle s'est structurée. Et donc, s'il y avait un premier message à faire passer, c'est qu'une prise de compétence, elle ne se fait pas du jour au lendemain. C'est bien un processus qui se poursuit, même bien au-delà de la date officielle du transfert, avec des chantiers qui sont encore menés même plusieurs années après. Donc, c'est vraiment une construction de long terme. Et c'est aussi pour ça que ça nous a semblé important de partager ce retour d'expérience, même si effectivement on a bien en tête qu'il y a des spécificités qui sont propres au comité de communes, qui font que vous ne pourrez probablement pas, en tout cas à court terme, engager ce niveau de réflexion sur l'ensemble de ces sujets, notamment le fait que les comités de communes sont plus souvent un caractère beaucoup plus rural, le fait d'avoir des services initiaux qui sont peut-être moins structurés de base. Il y a plus rarement une régie qui est fortement implantée, par exemple, sur ces territoires. Donc, tout cela fait que les enjeux à court terme risquent peut-être d'être un peu plus opérationnels et plus centrés sur en tout cas une première structuration du service. Mais ça nous semblait aussi important d'avoir cette vision un peu du long terme pour voir tous les chantiers qui vont être amenés dans les années à venir. Du coup, si on peut juste résumer très rapidement, que peut signifier s'organiser à l'échelle communautaire pour les comités de communes? Si on peut retenir quelque chose, c'est l'impératif de se doter des personnes qui vont à la fois incarner le service, donc ce sont les élus qui doivent aussi être moteurs là-dedans, et ceux qui vont l'administrer, donc notamment l'agent territorial, à travers par exemple la figure du directeur ou de la directrice du futur service au assainissement, qui aura un double rôle. Donc, ça va être à la fois de coordonner des moyens humains, donc, soit au niveau des communes, si on est par exemple, si on a recours à une convention de délégation auprès des communes, soit avec les moyens qui vont être mutualisés si on récupère du personnel transféré. Et l'autre rôle aussi, ça va être de suivre et de piloter les contrats, s'il y en a, qui auront été récupérés. Donc, si on peut conclure par quelques mots, prendre la compétence eau et assainissement pour les comités de communes, ça va être l'enjeu de se structurer et de se donner les moyens d'assurer ce rôle, d'assumer aussi ce rôle d'autorité organisatrice. Donc voilà pour les mots de fin. Je vous remercie de votre attention. Je laisse Oriane reprendre la main. Alors, nous allons passer au temps de questions. Nous avons déjà un certain nombre de questions par écrit. Nous en avons deux pour Madame Dirda. La première était sur l'harmonisation tarifaire. La question était de savoir comment était mise en œuvre l'harmonisation tarifaire entre la part délégataire et la part de l'intercommunalité suivant les modes de gestion. Et je vous pose tout de suite une deuxième question. Est-ce que vous avez déjà quelques données chiffrées sur l'évolution tarifaire et sur la performance du service? Alors, pour répondre à la première question, au niveau de l'harmonisation tarifaire, donc en fait, là aussi, deux périodes. Entre 2019, au moment où on a pris la compétence, jusqu'à 2020, on va dire, on a eu tout un travail de vérification là où les contrats de DSP étaient en vigueur, à ce que bien on arrive à pouvoir mettre en place une part collectivité qui ne pose pas de difficulté par rapport à la part délégataire plus ou moins forte.
Ça a pas été trop compliqué globalement parce que faut dire que le tarif sur l'agglo de Saint-Brieuc, il pète un peu les scores, entre guillemets. C'est vrai que quand on regarde d'un point de vue national, je crois qu'on a la palme vis-à-vis du montant tarifaire, mais qui s'explique aussi par le fait qu'on a aujourd'hui une tarification dégressive. Et donc, quand on fait une évaluation d'une facture 120 mètres cubes, bah forcément, c'est la tranche la plus forte. Et aujourd'hui, notre tranche la plus forte, la première tranche, elle est le double de la tranche des plus de 6000 mètres cubes au niveau industriel. Donc, c'est là aussi où, entre facture type 120 mètres cubes et notre prix moyen pondéré, peut nous amener à avoir, dans le cadre des enquêtes, des tarifs très élevés. Mais du coup, ces tranches tarifaires étant assez fortes, notamment pour les premières tranches, on n'avait pas de difficulté à insérer correctement la part délégataire plus la part collectivité, part délégataire plus part collectivité, donnant le tarif affilié à chacune des communes aux 22 grilles tarifaires, et puis depuis le 1er janvier 2023, grille tarifaire unique. Entre 2020 et 2023, là, du coup, on avait les moyens de pouvoir refixer, de par les nouveaux contrats de DSP qu'on mettait en œuvre de manière courte sur 3 ans, quel niveau on imposait par rapport à la part fixe. Donc, en fait, on a imposé la part fixe au départ du contrat et laissé libre la part variable, et toujours en ayant cette vigilance de bien vérifier que la part collectivité plus part délégataire correspondait à notre tarif de convergence. Voilà, c'est à chaque fois une gymnastique des plus et des moins, et qui demande effectivement un petit peu de temps. La deuxième question, c'était, je ne me rappelle plus bien, par rapport à retour d'expérience. Données sur la performance. Bah, c'est un petit peu tôt. Données sur Ouais, c'est un petit peu tôt parce que la notion de performance, on l'applique, on la met en vigueur vraiment depuis le 1er janvier dernier. Donc, c'est un petit peu tôt pour expliquer tel opérateur est plutôt performant sur tel sujet, ou qu'est-ce qu'on y a gagné aussi d'année en année sur un territoire identique. Simplement, c'est vrai, en fait, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Moi, je pense que dans la mixité des modes de gestion, je trouve que c'est vraiment une bonne solution parce que ça n'est que mon avis personnel. Je pense qu'il y a du bien et du moins bien dans les deux modes de gestion. Je pense que sur certains modes de gestion, notamment délégation de services publics, tout ce qui est outillage, informatique, on a beaucoup à apprendre sans être captif. Il faut être vigilant à ça. Et par contre, il y a des choses qu'une régie sait beaucoup mieux faire qu'un délégataire. Donc, c'est vraiment, comme je le disais dans mon exposé, d'essayer de prendre les bonnes choses qui sont chez chacun d'entre eux et puis d'essayer de les appliquer aux autres. Alors, ça peut parfois faire bizarre aux délégataires. Hein. C'est sûr que pour évaluer cette performance, on a produit toute une table d'indicateurs qu'ils doivent remplir régulièrement. Et ça, c'est vraiment une nouveauté pour eux, quoi. Merci. Alors, on avait une question pour Victor, pour revenir sur le cas du transfert de compétences aux communautés de communes. Il y a maintenant la possibilité d'avoir une convention de délégation de la compétence aux communes. Et dans ce cas-là, quel est le rôle exact de l'intercommunalité? Effectivement, c'est une question qui se pose très souvent. Donc, c'est une nouveauté qui a été introduite par les nouvelles règles législatives. Donc, la possibilité, une fois que l'intercommunauté prend la compétence, de redéléguer tout ou partie des compétences à ses communes membres ou à des syndicats qui seraient déjà existants. Et donc là, le point de vigilance à avoir, et c'est également peut-être une idée reçue qu'on aurait pu intégrer, c'est le fait que la délégation de compétences, en fait, ça ne revient pas à rendre la compétence à la commune. C'est toujours l'intercommunauté qui sera l'autorité organisatrice et donc qui va définir la trajectoire tarifaire, qui va définir le niveau de service cible. En fait, il faut plutôt voir ça comme si en fait, c'était une mini DSP. La commune, en fait, a davantage le rôle d'opérateur. Elle va exploiter le service sur son territoire communal,
mais l'interco, du coup, la communauté de communes, aura toujours cette responsabilité dans un premier temps et aura également un rôle de suivi, de contrôle. Ça passera notamment par une contractualisation avec, par exemple, des objectifs de niveau de service qui vont être fixés à la commune, avec des engagements à l'inverse de la commune qui va s'engager à mettre des moyens humains, des moyens matériels pour atteindre ce niveau de service. Mais ce n'est pas effectivement donner les clés pour le coup à la commune. Le transfert de compétences tel qu'il est imaginé, c'est bien la communauté de communes qui va être compétente en eau et en assainissement, mais c'est juste effectivement un assouplissement pour pouvoir rendre une part de l'exploitation à la commune, mais sans que la commune voilà, typiquement ne pourra pas voter son propre tarif comme elle le souhaite. Alors, nous avons 2 autres questions pour Madame Dirda. Comment avez-vous pu imposer dans le marché une règle de pluralité des délégataires? Et la deuxième, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire le choix d'une société dédiée en partie nord du territoire? Alors, en fait, sur la première question, la règle de pluralité, donc le fait, je suppose que c'est le fait de dire qu'on ne veut pas un délégataire unique sur les territoires en DSP. On l'a inscrit au règlement de la consultation, tout simplement, en disant qu'on avait bien 3 lots géographiques et qu'un même délégataire ne pouvait pas prétendre à avoir 3 lots, mais 2 lots. Et on a d'ailleurs introduit, de par la jurisprudence qui pouvait exister, si, admettons, un délégataire arrivait premier, le même délégataire arrivait premier sur les 3 lots, c'est lui qui choisissait ces 2 lots. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas, puisque le délégataire qui a obtenu 2 lots était vraiment premier sur ces 2 lots-là, et le délégataire qui a obtenu un lot était arrivé premier sur le lot en question. Voilà, donc tout se joue au niveau du règlement de la consultation. Et alors, la deuxième question, je ne l'ai pas trop bien compris, la société dédiée sur le Nord. Je n'ai pas bien compris la question. Parce que je n'ai pas de société dédiée sur le Nord. J'ai une délégation de service public sur le Nord, mais je n'ai pas bien compris cette question. On va laisser la personne préciser par écrit. En attendant, je vais prendre une question à l'oral. Monsieur Gauchy, vous pouvez prendre la parole, ouvrir votre micro et poser votre question. Alors, votre micro est... Non, on va passer à une autre intervention. Madame Bonato, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, très bien. Parfait, merci. Moi, j'avais une question. Je voulais rebondir sur les propos de M. Serra sur la convention de délégation aux communes ou un syndicat déjà existant. Du coup, je m'interrogeais, mais c'était juste pour confirmer un point, il y a une sorte de double mouvement finalement au niveau des impacts du transfert, et notamment moyens humains et même matériels, puisqu'on va bien avoir des agents qui sont communaux, qui vont être transférés à l'interco, puis du coup, pour que la commune puisse assurer ses obligations en matière de convention de délégation, finalement, il va y avoir un mécanisme de mise à disposition de personnel. Comment ça se passe? Enfin, je ne sais pas si ma question est claire, mais... Tout à fait. En fait, alors ça va aussi dépendre, il faut se pencher un peu concrètement sur le cas de figure, parce que le personnel n'est pas toujours complètement transférable s'il n'est pas intégralement dédié, mais effectivement, ouais. le principe, c'est vraiment ça, c'est de transférer dans un premier temps à la communauté de communes, et ensuite, par voie de convention, de redéfinir et de redéléguer les moyens à la commune. Donc, c'est effectivement un double flux qui va être mis en place, mais dans un premier temps, c'est effectivement le transfert de compétences, et ensuite, on met en place
ces conventions de gestion qui fixent le cadre dans lequel on se place. OK, parfait. Merci beaucoup de vos précisions. Alors, on va faire un nouvel essai. Monsieur Bauchy, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, activer votre micro et poser votre question? Bon, on va, dans ce cas-là, pouvoir conclure, sauf s'il y a d'autres questions. Je vois qu'il en était. Donc, il n'y a pas d'autres questions. On va pouvoir conclure le webinaire. En tous les cas, n'hésitez pas à nous adresser aussi des questions par mail par la suite. On essaiera d'y répondre lors du dernier webinaire ou alors par écrit dans les ressources qu'on va pouvoir mettre sur le site. Le lien a été partagé dans la conversation. Le support sera en libre accès ainsi que le replay sur notre site internet. Donc, vous pourrez les retrouver dans les prochains jours. Merci beaucoup à Mme Nirda et à M. Serra pour leur intervention. Et nous espérons vous retrouver donc pour le dernier webinaire le 24 mars. Bonne journée à tous.